Voilà, donc toi Virginie, tu étais pas forcément très convaincue de l'intérêt d'aller bosser, mais en tous les cas tu y allais, quoi. Ouais, parce que si tu veux, au départ, moi j'ai été ado, j'avais envie d'être indépendante, il fallait à tout prix que je bosse parce que si je voulais m'acheter une guitare, j'allais pas pouvoir forcément demander à mes parents parce que comme ça ils allaient peut-être pas pouvoir les sortir, machin. Alors je me suis dit bon, il faut bosser, je vais trouver du taf et tout. Alors au départ j'ai fait des petits tafs, j'ai vendu des journaux, j'ai tapé la manche dans le métro en jouant de la guitare, une fois que je me suis acheté ma guitare. Et puis à un moment je me suis dit il faut être sérieux, je vais trouver un boulot stable. Parce que c'est l'avenir de tout un chacun et je fais partie de cette grosse masse de gens. Et j'ai envie de m'intégrer, quoi. Moi, j'ai envie de faire partie de tout ça. J'ai pas envie d'être isolée, quoi. Et puis voilà, j'ai trouvé par l'intérim la possibilité d'avoir un boulot fixe. Alors j'ai commencé à bosser chez Discrete. Je répondais au téléphone et j'ouvrais le courrier. Des trucs passionnants, quoi. Et donc au bout d'un mois, parce que aussi au début quand même, t'es vachement intrigué par le téléphone, quoi, comment ça marche ce truc-là. Donc au bout d'un mois, tu commences à maîtriser un peu, tu te dis bon, tu t'ennuies un peu plus, quoi. Et puis au bout de 3 mois, ça devient le calvaire, quoi, parce que le matin, t'as pas envie de te lever, quoi. Même si les gens sont sympas au taf et tout, bon, c'est terrible. Donc j'ai commencé à me dire, c'est pas bien, quoi. Je me suis engagée dans un CDI. Mais je vais pas pouvoir tenir, je vais finir par devoir démissionner. Alors j'ai commencé à en parler autour de moi, les gens m'ont dit mais ça va pas, c'est pas raisonnable, quoi, démissionner, t'as un CDI, tu te rends pas compte de la chance que t'as, un CDI, mais tout le monde en demande des CDI au jour d'aujourd'hui, quoi. Alors je dis d'accord, c'est vrai, peut-être que je devrais pas. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me faire virer, quoi. Donc j'ai commencé à essayer d'élaborer des stratégies. Puis en parlant, je me suis dit mais c'est quand même incroyable, quoi, que les gens ils me prennent la tête comme ça. Alors je me suis dit je vais essayer de leur faire comprendre que le travail c'est pas forcément une fin en soi. Et eux ils ont pris ça comme quelque chose d'immoral, parce que c'est pas bien de démissionner en plus, donc de pas pouvoir toucher le chômage quand y a tellement de gens qui voudraient avoir du travail, quoi. Alors moi j'ai la chance de pouvoir avoir du travail et j'en profite même pas, quoi. C'est quelque chose qu'ils trouvent pas normal. Ils trouvent même limite c'est dégueulasse par rapport à tous ces gens qui pointent au chômage tous les jours et qui se font refouler, quoi. Mais c'est pas dégueulasse, puisqu'au contraire tu leur laisses la place. Bah oui, mais je leur laisse la place, mais si tu veux, c'est immoral parce que moi je fais pas l'effort, quoi. Et en plus, une fois que j'aurai démissionné, je vais même pas chercher du travail, quoi. C'est quand même ignoble, t'imagines, quoi. Avant de connaître le chômage, tu as surtout et longtemps connu le monde du travail. Oui, alors j'ai travaillé donc dans une entreprise, c'était l'aéronautique, et j'étais vivreuse sur binoculaire. Et donc bon, ça sera. Ah oui, alors c'est des pièces pour les avions. C'est ça, c'est un peu, tu vois, comme si tu étais chez le dentiste. Bon, à part que tu le fais sur une pièce, quoi, et t'enlèves toutes les bavures qui sont dans des trous. Donc je suis restée à peu près 12 ans. Et j'ai été virée pour question économique, quoi. J'étais un peu poussée, quoi, à partir parce que bon, je faisais beaucoup de grèves et tout ça. Et après, bon, je me suis retrouvée sans travail. Alors là, bien sûr, tu te dis punaise, sans boulot et tout, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, tu commences à... Bon, tu sais, ça te fait peur, quoi, parce que tu as toujours bossé et tout. Et bon, j'ai fait des recherches de travail et tout, puis il n'y a rien qui a correspondu. Puis en fin de compte, plus je suis restée sans rien faire, quoi, enfin, sans travail. Alors là, ça m'a vraiment plu, quoi, parce que je peux faire plein de choses. Je me suis aperçue que bon, j'ai découvert pour aller dans les musées, je lis, toi, quand tu vas dans les magasins, t'as pas besoin de faire tes courses, tu sais, en même temps que tout le monde. Mais je suis heureuse qu'on m'ait virée, quoi. Au départ, ça m'a fait de la peine, mais là, je suis vraiment bien, quoi. Je suis, tu vois, en plus, mais attends, les gens, ils savent pas ce que c'est de faire la sieste l'après-midi, tu vois. T'es là, l'après-midi, tu te dis, tiens, qu'est-ce que je fais? Bah, tiens, il pleut. Oh là, je vais être tranquille, je vais lire un petit bouquin. Alors moi, il y a plein d'auteurs que je connaissais pas, tu vois. Maintenant, j'ai découvert plein d'auteurs, tu vois, russes, Tchekhov et tout ça. Mais avant, je connaissais pas ça parce que t'as pas le temps quand tu bosses.
En fin de compte, tu as le temps de rien faire. Tu as le temps d'aller bosser, tu vois. Et puis une fois que tu as bossé, il faut que tu ailles faire tes courses, il faut que tu fasses ceci, tes week-ends, tu n'as pas le temps d'en profiter, rien. Et c'est quoi de bosser en fin de compte? Ben, c'est de faire chier, quoi. En fin de compte, après, les entreprises, de toute façon, les patrons, eux, ils en ont rien à péter, quoi. Toi, une fois qu'ils ont envie de te virer, eh ben, ils te virent. Et toi, qu'est-ce que tu fais, de toute façon? Ben, tu es bien obligé tu vois, de réfléchir, de te dire, bon, quand tu as 50 balais, est-ce que je vais bosser? Est-ce que je reste? Est-ce que j'essaye de me trouver quelque chose? Et alors en plus, bon, attends, qu'est-ce qu'on va me proposer? Moi, c'est pareil, pendant un moment, toi, je voulais faire des ménages, 50 balles de l'heure. Non, mais moi, je préfère pas, j'ai pas envie d'entretenir les bourgeois. Hein, je pense qu'ils ont, de toute façon, ils s'entretiennent assez sur le dos, comme ça, des gens. Tu vois, donc, au moins, bon, on va me dire peut-être que je profite, tu vois, de l'argent. Mais moi, j'ai bossé, de toute façon, donc cet argent qu'on me verse, dans ces 2600 francs par mois, je vais te dire, faut qu'ils ils vont pas pleurer pour 2500 francs qu'ils me donnent par mois. Moi, je préfère gagner ça que de gagner 5000 francs. Et puis que les bourgeois, tu vois, s'engraissent sur mon dos. Et puis, au bout de 2 ans, eh ben, l'usine, on va la fermer, allez hop. Et puis toi, tu fais quoi? C'est pareil, tout à refaire après. Alors moi, maintenant, tu vois, ça fait à peu près 12 ans que je travaille plus. Donc, moi, je me plais. Tu vois, au moins maintenant, j'ai le sourire, je suis bien, tu vois, je suis tranquille. Il n'y a personne pour me dire, ouais, aujourd'hui, tu arrives en retard et tout. Non, là, vraiment, j'en veux plus, quoi. Mon père est ouvrier. Ma mère, donc, à partir de quand j'avais 5-6 ans, est devenue femme de ménage dans une municipalité, quoi. Moi, quand j'étais minot, mon père se déplaçait sur 1000 bornes pour bosser. Il rentrait que le week-end pour faire vivre sa famille. On est né à Marseille, on s'est déplacé à Fos-sur-Mer. C'était au moment où les usines se créaient. Mon père partait le matin, bonne heure, au travail. Ma mère, le soir, lui cuisinait la petite gamelle en ferraille avec un peu de riz, de sauce dedans. Ou quand il partait travailler dans des raffineries, électricien dans les raffineries, qu'il allait travailler en Normandie ou au Luxembourg et qu'il rentrait tous les week-ends où il faisait 2000 km pour voir ses enfants et le reste de la semaine, ma mère se faisait chier, voire pleurer. Le travail n'a jamais été, pour moi, synonyme de bonheur par rapport à ce que je les ai vus vivre eux. Les discussions sur le travail vont venir a posteriori, en tout cas quand je vais avoir, quand je pars de la maison et que par rapport à ma propre vie aujourd'hui et comme je la vis, comme j'entends la mener depuis une dizaine d'années, qu'effectivement là ça a posé on peut pas dire des débats, mais plutôt des reproches cachés ou des colibés ou des boutades ou des questionnements de la part de mes grands-parents. Alors qu'est-ce que tu fais? Quel travail tu as? Alors qu'au fond, la question leur importe peu, sûrement pour pouvoir en parler à leur coiffeuse ou quelque chose comme ça, parce que ils me voient heureux, ils se posent pas, ils m'ont jamais vu malheureux. Donc finalement, la question, pour eux, elle devrait pas être si importante, si ce n'est la question de l'existence sociale. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire à leur coiffeur, à leur boucher, à leur sœur, à leurs cousins, à leurs neveux, ou par rapport à mes cousins? Non, moi ce que j'ai envie, moi je tends à être heureux, je tends au bonheur, ça c'est aussi mon projet politique, et qu'à partir de là, j'ai envie de vivre les moments comme j'entends les vivre. Par exemple, sur la question du service militaire, j'étais insoumis. J'étais insoumis à un service militaire qui dure 10 mois ou à une objection de conscience qui dure 20 mois. Donc très aisément, quelque chose qui dure 40 ans ou 50 ans, c'était d'autant plus facile. Donc si j'ai été insoumis au service militaire parce qu'il y avait plein de valeurs qui m'allaient pas, et surtout le fait qu'on me demande de faire quelque chose pendant une année sans mon consentement, sans que je puisse avoir prise sur ce que je faisais, on peut facilement imaginer que si on me propose un service militaire ou un service de travail obligatoire de 40 ans, j'y refuse d'autant plus. Aujourd'hui, moi je suis au RMI, donc je suis chercheur d'emploi, chômeur, quelqu'un qui est censé se morfondre sur lui-même, vivre mal, plonger dans l'alcoolisme, dans la dépression.
En fait, c'est tout le contraire, quoi. Tout le contraire. Si je plongerais dans l'alcoolisme, c'est parce que je fais souvent la brègue avec des collègues et que voilà, et que finalement on se rencontre souvent au bistrot. Ce serait ça la raison, mais pas parce que je serais triste. Effectivement, j'ai pas de travail salarié. J'ai pas. Si on me pose la question, mais qu'est-ce que vous faites dans le sens travail? Est-ce que vous êtes docteur, avocat, ouvrier? Je n'ai pas de catégorie socio-professionnelle. Par contre, mon existence sociale est super riche, quoi. Je côtoie beaucoup de monde, je suis connu dans mon quartier, reconnu dans ma ville pour ce que je fais. Pour moi, la question, elle est là, la question super importante, c'est est-ce que socialement quelqu'un existe? Parce qu'on existe aussi sur le regard des autres, on existe dans les rencontres que l'on fait. Effectivement, je crois, en toute humilité, avoir une existence sociale très riche et qui fait que je ne me pose pas la question de savoir si je dois travailler pour un patron ou pas. La réponse, elle est de fait. Et comme l'argent n'est pas ma motivation, j'existe socialement, l'argent n'est pas ma motivation, je suis heureux de ce que je fais, je ne vois pas pourquoi je changerais aujourd'hui. Yo era un trabajador modelo hasta aproximadamente el 82. Trabajaba en una fábrica y anteriormente había trabajado en un montón de sitios, ¿no? Y en el 82 trabajaba en una fábrica ya bastante grande, en una multinacional, con un número de trabajadores pequeño, de unos 300 éramos. Y la idea que yo tenía de la vida y del trabajo era que tenía que ser un hombre de provecho. Y un hombre de provecho era un hombre que trabajaba, que un día se casaba, que tenía hijos, que seguía trabajando y que se moría después de haber trabajado muchísimo en la vida. Pero eso era la idea que yo tenía de un hombre de provecho. Entonces, en la fábrica me aguantaba medio porque me metía a sindicalista. Y entonces era un poco divertido. El trabajo era aburrido, pero el sindicalismo daba un poco de gracia a la cosa, ¿no? Había reuniones, asambleas, que si hacíamos huelga, que si no. Entonces esto era como un poco la diversión del trabajo, ¿no? Esto y la idea en la cabeza de siempre, de toda la vida, desde chiquito, de que una persona lo que tenía que hacer era trabajar, porque o era rico o tenía que trabajar, no veía otra posibilidad, ¿no? Entonces en el 82 me echaron de la fábrica. En el 82 me echaron de la fábrica y me dieron una indemnización. Y esa indemnización ha permitido, entre otras cosas, pues vivir bastante tiempo, ¿no? Entonces, a raíz de echarme de la fábrica, pues se me abrieron como un montón de posibilidades, ¿no? Es como el que está al borde de un precipicio, llega alguien, le da un empujón y cuando va por el aire descubre que puede volar, ¿no? Entonces empieza a planear, y digo, qué divertido, la próxima vez me tiro solo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, normalmente eso no ocurre. La otra cosa es que, bueno, cuando yo explico mi caso personal, pues sé que en mi caso personal, sé que tampoco se puede decir, esto que yo hago, lo puede hacer cualquiera. No, no se hace solo. O sea, no depende de la suerte, ni tampoco enteramente de nosotros, es decir, hay que elegir entre ese tiempo y ese dinero, entre tener algún tiempo para uno y algo de dinero, o todo el tiempo del mundo y nada de dinero, o todo el dinero del mundo, que eso nunca se puede tener, pero todo el que se puede conseguir trabajando 14, 15, 16 horas diarias y nada de tiempo, y descansar cuando uno se muera. Eso cada cual debe... Cada uno lo elige, ¿no? Yo elegí ir tirando, trapichear, algo difícil de explicar, pero que yo pude hacerlo, ¿no? Lo que ha pasado es muy sencillo, porque a mí me consta que eso no solamente me ha pasado a mí, le ha pasado a más gente. Lo que pasa es que no hay publicidad, ¿eh? No es algo que se dice en los medios, ¿no? Hay 3 millones de parados, de los cuales un 55% no quiere volver al trabajo. No, eso nadie lo dice. Empezando por los propios parados, ¿no? Pues entonces el hombre yo le decía, lo que ha pasado es muy simple. Y es que ustedes, hace unos años, nos echaron por la puerta grande. Y ahora nos llaman por la puerta chica. Ven a trabajar
hacer lo mismo que antes, pero en vez de 8 horas 12, y en vez de cobrar 100 a cobrar 80. Y ustedes esperan que se les llene la fábrica de parados buscando esa maravillosa ocasión de trabajar. Y entre tanto, en ese tiempo que nosotros ha pasado desde que ustedes nos echaron por la puerta grande hasta que nos llaman por la pequeña, hemos aprendido a vivir sin trabajar. Il y a deux possibilités à mon avis. Je veux dire, on est dans un système, soit on fait rentrer de l'argent, soit on évite qu'ils sortent. Et moi j'opte pour la deuxième solution parce que ça me laisse du temps libre. C'est une contrainte commune entre c'est se lever le matin pour aller à l'usine, c'est aller au WC rapidement, je sais pas, en 1 heure il faut que tout soit fini, déjeuner tout prêt, la douche et tout, partir comme ça au travail toute sa journée, revenir le soir. Bon bah je trouve que c'est une sacrée contrainte. Bon bah moi calculer mon argent, regarder avec les peu de moyens que j'ai comment essayer de finir mon mois, c'est une contrainte aussi, mais je préfère celle-ci que l'autre. Bon, si j'ai faim, j'irai travailler, mais au-delà de la faim, si je peux continuer à vivre comme je vis, j'hésite pas. Je préfère me rationner, mais avoir bon temps. Ce qui est formidable. Si je décide de lire un livre, je peux le lire en 48 heures, 24 heures. Je veux dire, qui a cette possibilité-là aujourd'hui? Je vis ce que les retraités vivent. En fait, je me sens vachement d'affinité avec les retraités. Parce que aujourd'hui, bon, je suis comme eux, quoi. J'apprends à établir mon temps, à trouver des rythmes qui me sont propres, à sortir du rythme du travail qui est pas un rythme véritablement humain, quoi. C'est plutôt un rythme mécanique la plupart du temps. C'est quand même beaucoup de production. Bon, je parle pas des gens qui ont une qualification à vendre. Je veux dire des gens comme moi qui sont arrivés sur le marché du travail sans véritable qualification. Bon, il y a quand même, je veux dire, généralement, ça dépasse tout ce qui est imaginable. Hein. Moi, je me souviens des moments donnés, après les 3-8, ce type en travail d'usine, je rentrais, et ben, j'étais un vrai bof. Hein. Je mettais les pieds sur le meuble en face et je regardais la télé. Et je me vidais. Et je dormais souvent, une heure après m'être installé comme ça. Il y a tout qui m'échappait. Bon, je veux dire, il y a tellement de choses qui interviennent sur le fait qu'aujourd'hui j'en suis là et pas c'est le chômage, mais ça c'était on va dire le truc qui a déclenché. Bon, par la suite c'est parce que j'ai mordu dans quelque chose qu'il fallait pas mordre, c'est-à-dire la liberté et le temps. Et ça, bon, maintenant je sais ce qu'elle vaut et j'aurais beaucoup plus de mal à la monnayer. L'entreprise a été créée en 80, tant que je dise pas de conneries. 86, je crois. Donc tu vois, 86, c'était vraiment la pleine vague libérale, quoi. On l'appelait pas encore comme ça, c'était encore un peu sous-jacent, caché, mais et à l'époque, il y avait vraiment les entrepreneurs commençaient à être les héros, tu vois. C'était l'époque tapis, machin, et tout ça. Et toi, tu crées ton entreprise, quoi. Donc moi, je crée mon entreprise après avoir travaillé dans une autre entreprise où j'avais imaginé une idée qui n'avait pas été possible là-bas. Et puis cette entreprise s'est cassée la gueule et je me suis dit, j'avais pas envie de travailler comme salarié non plus. Enfin, j'avais envie de pouvoir développer mon propre concept. Donc j'ai créé cette SARL avec 2 associés donc. Et voilà, on a fait de la communication événementielle. À l'époque, c'était le début pendant 8 ans. C'est-à-dire que c'était le début des mises en scène, en fait, un petit peu, tu vois, d'assemblée générale, de congrès, de trucs comme ça. Donc, on faisait des éléments qui pouvaient être le logo, machin, taillé en polystyrène, peint en doré, en 8 mètres de long. Ça pouvait être des décors, monter un bateau sur la scène, monter, je sais pas, un peu n'importe quoi, des hommes sandwich qui se trimbalaient pour créer des petits événements, quoi. Et donc, ça marchait plutôt bien. Mon banquier m'a fortement poussé à m'endetter, d'ailleurs, à l'époque. Investir et tout. Et je prends 3 semaines de vacances, je voulais prendre du recul et je décide de faire une randonnée dans le Hogar. Donc j'avais un petit peu préparé ça et tout, mais pas très bien probablement.
Et en bref, je me suis trimballé, j'ai marché 8 jours, et le 8e jour, j'étais dans des éboulis rocheux, et à bord de la crête sur lequel je me promenais, quoi. Il y a 3 mètres sur 3 qui sont descendus d'un coup, quoi, parce que c'est de la roche fragile. Je me suis retrouvé avec la jambe embouillie en bas. Donc finalement, j'ai gardé la jambe, mais ça m'a quand même valu 7 mois d'hôpital et de rééducation. Et obligé de prendre un recul important sur tout ce que j'avais fait jusque-là, quoi, puisque c'était d'un seul coup dérisoire par rapport à ce que je venais de vivre. Et pendant les 2 heures où j'étais allongé dans le désert à ramper, en me demandant... Enfin bon, il y avait peu de chances quand même que je m'en sorte. Donc j'étais obligé de réfléchir sur fondamentalement qu'est-ce que j'avais fait de ma vie, puisque je pensais à ce moment-là qu'elle allait se terminer là. Et donc après, qu'est-ce que je voulais en faire pour la suite, quoi. Je veux dire, c'est une expérience qui te marque et tu peux plus après recommencer la vie quotidienne comme avant. À partir du moment où je suis sorti en fait de rééducation, j'avais des proches, des amis, des gens de ma famille à qui je disais déjà que je ne voulais plus refaire ce que j'avais fait pendant 10 ans. Plus travailler dans ce milieu stressant et speed, etc. Et qui me disait, oui, mais alors qu'est-ce que tu vas faire? En fait, c'est aussi pour ça, je pense qu'au départ, j'ai pas imaginé que je pouvais ne rien faire. Il y a un tel conditionnement quand ça fait 15 ans qu'on travaille, que bon, on doit travailler, quoi, on doit travailler. Et puis finalement, je dirais le recul que ça donne, le chômage, c'est pour ça que beaucoup de gens, je veux dire, même qui veulent retravailler, ont du mal à s'insérer. Il y a aussi quelque chose de psychologique. C'est-à-dire qu'on réfléchit ce qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude. Puis d'un seul coup, on se dit, mais merde, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir une bagnole comme ça, par exemple? Est-ce que j'ai vraiment besoin, ou d'avoir une bagnole tout court? Est-ce que j'ai vraiment besoin... Parce que tout ça, c'est organisé en fonction d'une certaine vie. On a une bagnole parce qu'on en a besoin pour aller travailler. Sinon, bon, y a plein d'endroits où on peut se débrouiller sans bagnole, quoi. Il y a des transports en commun, il y a des trucs. Est-ce que j'ai besoin d'acheter de l'eau en bouteille? Est-ce que je peux pas boire de l'eau du robinet? Est-ce que j'ai besoin d'avoir un niveau de vie tel? Est-ce que j'en ai fondamentalement besoin qui m'oblige, en fait, à passer, on dit 8 heures, mais on sait très bien que pour la plupart des gens, et moi dans les métiers que je faisais, c'était beaucoup plus, en général, 10 ou 12 heures par jour, à me casser le cul pour gagner du fric, pour finalement tenir ce système de vie simplement, avec pas le temps de lire, pas le temps pas le temps de profiter de ce qu'on pourrait profiter avec de l'argent, c'est-à-dire d'un spectacle culturel, machin et tout, parce que tu sors du boulot à 8h30, c'est raté pour la séance de cinéma, c'est raté pour aller au théâtre, c'est raté pour, tu vois... préoccupé en permanence parce que aujourd'hui on dit, par exemple, j'entends des slogans libéraux du style chacun doit être le manager de sa propre activité, tu vois. Mais quand tu es le manager de ta propre activité, mais tu penses qu'à ça. Si chacun est un centre de profit pour son entreprise et que c'est sa préoccupation principale, eh ben ça veut dire que le soir, il est là à penser comment demain je vais faire pour convaincre tel client et comment machin. Et que le gars, il peut pas se mettre à se dire bah le boulot c'est fini, tiens, je vais prendre un bouquin, je vais regarder un spectacle de danse, je vais faire, je sais pas, tu vois, ou quelque chose de complètement différent. Tu n'as plus le temps. Pareil pour la vie affective. Je veux dire, si tu as une femme, si tu as des enfants, si tu as des gens autour de toi, des gens que tu aimes et à qui tu as envie de consacrer du temps, dans ta tête, tu n'es pas disponible à partir du moment où tu es conditionné dans ce truc-là. Et c'est tout ça que j'ai réalisé en fait relativement progressivement. Voilà, donc c'est... le problème, c'est, comme tu disais, quand j'étais chef d'entreprise, je pouvais pas imaginer ça parce que justement, j'étais pieds et poings liés, j'imaginais pas. En fait, du jour au lendemain, quand tu te retrouves aussi avec beaucoup moins de revenus, tu es obligé d'envisager une autre façon de vivre, et petit à petit, ça t'amène vers l'idée que finalement, cette façon de vivre est peut-être vachement mieux, et que c'est peut-être comme ça qu'il faut vivre, tu vois. Peut-être comme ça que tu as envie de vivre. Parce que, je sais plus, mais il y a quelqu'un qui a dit on peut pas gagner sa vie à la perdre ou quelque chose comme ça, ou on peut pas perdre sa vie à la gagner, plus exactement. Voilà, c'est ça. Ça, c'est très, enfin, tu vois, c'est vraiment ça, quoi. On perd sa vie à la gagner. Donc ça, c'est depuis, donc 97, et depuis, bon, mais ça me prend un moment, je me dis, en général, en septembre-octobre, je me dis, bon, allez, j'y vais, je vais aller un peu, je vais voir ce qu'il y a et tout, j'y vais, toujours pareil. Alors j'ai dit, bon, mais j'y retournerai
la semaine prochaine ou le mois prochain, puis plus ça va, déjà janvier, février, je commence à, j'y pense quasiment plus, ou des fois dans des crises de mauvaise conscience, je me dis ouais, faudrait que tu y ailles et tout, puis je dis ouais, j'irai demain, ouais, j'irai lundi prochain, ouais, donc voilà, ça, je laisse pisser. Les Bouches-du-Rhône, c'est le département de France où il y a le plus de RMistes, tu vois. Le taux de chômage, il y a 2-3 ans, il était de 19% à Marseille, alors qu'il était de 11% au niveau national. Donc il y a une masse énorme de chômeurs, de RMistes, de tout ça. Donc les contrôles, ils peuvent être que formels, parce que les gens, ils savent très bien, tu vois, ceux qui travaillent à la direction du travail, à la NPE, à la CEDIC, ils savent très bien que le travail, il n'y en a pas plus que, tu vois. Si toi tu trouves un travail, c'est celui d'après toi, tu vois, qui n'en aura pas, tu vois. Donc moi je suis assez altruiste, je dis bon, moi je le laisse à celui qui suit, allez, moi ça va pour l'instant, c'est pas trop dur, je tiens le coup. Qu'on me traite de feignasse ou de gland, là, ok, là, tu vois, je préfère qu'au terme parasite, quoi, mais justement, c'est le terme qui est plutôt utilisé par les gens, pas les gens, mais insidieusement par les institutions comme la CEDIC, la NPE, ils te le disent pas, mais c'est à ça qu'ils veulent t'amener, à ce que tu ressentes, tu vois. Et les médias, certains médias, tu vois, bon, dont certains qui le disent franco, ouais. Alors, c'est quoi pour moi, il est où le parasitisme, tu vois? Il y a certains boulots, c'est du parasitisme, tu vois. Bon, je vais pas rentrer dans les grandes diatribes sur les militaires, tu vois, par exemple, qui, pour moi, c'est des parasites, tu vois. Et bon, il y a des... Ouais, ben, peut-être je suis parasite, mais... qui coûte plus cher, quoi. Beaucoup plus cher, ouais. Ah ouais, c'est clair. Mais bon, c'est un exemple, mais... Dans plein de boulots qui existent à l'heure actuelle, pour moi, c'est du parasitisme. Pour moi, la pub, c'est du parasitisme, tu vois. On n'a pas besoin de pub pour s'acheter un truc de yaourt, tu vois. Pourquoi il y a besoin de... Tu vois, t'as faim... Voilà, tu aimes les yaourts, tu vas acheter des yaourts, tu vois, voilà. Pourquoi il y a besoin de pub, tu vois. Pour moi, les gens qui travaillent dans ce secteur-là, c'est des parasites, quoi. Ouais. Plus que moi, ou autant que moi. Disons autant que moi. Par contre, je pense que t'es moins dangereux que... Ouais, moins dangereux et moins bien payé, quoi. Mais il faut d'abord que les gens arrêtent de consommer pour pouvoir arrêter de travailler. Parce que tant qu'ils renonceront pas à consommer, ils peuvent pas renoncer à travailler. Tu vois, parce qu'ils se disent, merde, j'ai besoin de ça, donc il faut que je travaille. Moi, il y a plein de gens avec qui j'ai eu des discussions, qui me disaient, mais moi, j'aimerais bien faire comme toi, mais il faut bien travailler. Il faut bien travailler, comment tu fais? Alors je leur disais, j'ai 3000 balles par mois. Mais comment tu fais? Puis après, quand on discutait du truc, alors eux, ils avaient été passer leurs vacances au Maroc, moi j'avais été chez mon frère à Angers, tu vois. Bon, voilà, au bout d'un moment, tu trouves comment il fait le gars. Puis c'est là où le gars, en face de toi, il doit faire son choix. Et bon, moi, je force personne, mais je veux dire, c'est les gens qui sont responsables de leur vie. Il doit faire son choix et se dire, est-ce qu'il vaut mieux que j'arrête et que je sois obligé de vivre comme lui, ou est-ce que je préfère continuer à prendre des vacances au Maroc et avoir ma bagnole et machin et tout, et puis Travailler toute l'année. Voilà, et puis continuer 8 heures par jour, aller pointer au bureau, à l'usine, à l'entrepôt, à n'importe où. On n'a plus le même rapport avec les gens, puisqu'il y a tout un tas de conversations qui du jour au lendemain ne t'intéressent plus. Moi, retrouver des amis qui le soir racontent leur journée de boulot, pas parce que c'est pas que c'est pas intéressant qu'ils racontent leur journée de travail, mais ils la racontent parce que le problème c'est qu'ils ont besoin de l'évacuer. C'est ça le pire, quoi. C'est-à-dire que bon, on peut même pas discuter parce qu'en fait c'est pas une discussion, quoi. C'est-à-dire que le type il vomit tout ce machin qu'il a engrangé toute la journée dans sa tête et qu'il faut à tout prix qu'il se débarrasse s'il veut arriver à dormir, quoi. Ou alors il a intérêt à boire ou prendre des cachetons, quoi. Je pense pas qu'à la base on soit seulement là que pour fournir de la main-d'œuvre à un système qui est uniquement productif. Voilà, quoi. Et nous, forcément, consommateurs, à l'autre bout de la chaîne, quoi. Enfin, il y a quand même d'autres choses à regarder dans la vie, d'autres choses à profiter. Après, bon, c'est sûr que c'est pas facile tous les jours, hein. Il y a quand même des fins de mois difficiles, des choses comme ça. Mais on sait pourquoi on le fait. Avoir une fin de mois difficile quand on bosse, et qu'en plus c'est un boulot de merde qui ne te plaît pas, c'est plus difficile à assumer, je pense. En ce qui me concerne, je prends ça avec le sourire, parce que j'ai d'autres instants de bonheur, quoi.
Les gens qui ont travaillé pendant 30 ans, tu vois, pour des patrons qui se sont cassés le cul, tu vois, parce qu'en plus, il a fallu qu'ils la ferment, hein, parce que, attention, faut être sage, hein, si tu veux de l'argent et tout ça, pour le peu qu'on te donne. Hein, tu te donnes le SMIC, au bout de 30 ans de carrière, tu dois avoir 8000 balles ou 10 000 balles, et puis t'as fermé ta gueule, et puis en plus de ça, tu vois, il faudrait presque que tu leur dises merci au patron. Bah non, moi j'ai pas envie de leur dire merci. Par contre, j'ai dit merci à celui qui m'a viré, parce que maintenant je suis heureuse, quoi. Si ton seul univers social c'est le travail, c'est le seul endroit où tu as des potes, c'est le seul endroit où tu existes en dehors de ta maison, forcément il va y avoir des petites pépites de bonheur. Mais moi c'est pas une pépite que je veux, quoi. C'est la montagne entière, c'est le rocher de bonheur, quoi. Et j'ai pas envie d'aller chercher la pépite dans 3 tonnes de merde, quoi. Qu'effectivement ce rôle central du travail aujourd'hui dans la société fait que les gens qui en ont pas, qui sont privés, les fameux privés d'emploi, le vivent très mal. Dans les histoires de plans sociaux, quand on voit les salariés de l'U à Calais ou à Ris-Orangis ou les Moulinex ou autres, on nous voit ces reportages à la télé où les gens te disent, une fois licenciés, je n'existe plus. Exister, c'est-à-dire que le patronat a réussi quelque chose de relativement formidable. Il a aliéné totalement à sa machine de production un individu qui, alors que moi j'ai tendance à penser que justement, enfin la vie va pouvoir commencer. Prends ton pactole de pognon d'un plan social et puis réfléchis à ce que tu as envie de faire. Putain, ça fait 20, 30 ans, t'as déjà dit ça fait 30 ans, moi et mon mari. Mais 30 ans de vie de merde, ça fait 30 ans que le matin vous buvez un café de merde dans une machine électrique de merde qui vous fait un mauvais café, que vous vous levez tôt et que le réveil vous réveille le matin et que vous prenez un bus de merde pour aller dans une usine de merde pour faire gagner du pognon, énormément de pognon à un gros con. Ce gros con, il vous veut plus. Putain, mais peut-être rendez-vous compte que c'est peut-être la chance de votre vie, quoi. Que, putain, ça fait 30 ans et maintenant, pensez à vous, quoi.